Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir une recherche menée par l'unité de recherche L'Humain de l'Université de Montpellier Paul Valéry en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne. À partir d'appels médicaux d'urgence enregistrés en situation, nous cherchons à comprendre comment le langage participe aux décisions médicales. Chaque année, des milliers de personnes en France appellent le 15 pour signaler une douleur dans la poitrine. D'autres se rendent directement aux urgences. Quand vous appelez le 15, vous vous attendez à parler à un médecin. Mais la première voix que vous entendez, c'est celle d'un ARM, un assistant de régulation médicale. Son rôle, évaluer en 40 secondes s'il y a un danger vital immédiat et faire une évaluation du type d'urgence. Ensuite, votre appel est transféré à un deuxième ARM, puis à un médecin. C'est lui qui décide. Envoie-t-on une équipe? Laquelle? Avec quel niveau d'urgence? Au cœur de cette recherche, le syndrome coronarien aigu, ou SKA. C'est le terme médical qui regroupe deux situations graves. L'infarctus du myocarde, quand une artère est complètement bouchée et que le muscle cardiaque meurt, et l'angine de poitrine, quand l'artère est partiellement obstruée. Un signal d'alarme à ne jamais ignorer. Les symptômes classiques? Une douleur en étau dans la poitrine, qui irradie dans le bras gauche ou dans la mâchoire, accompagnée de sueur froide et de nausées. La douleur thoracique est l'une des principales raisons d'appel aux urgences, mais elle peut avoir de nombreuses causes, certaines graves et d'autres plus bénignes. Lors de l'appel, la situation est évaluée rapidement, afin d'adapter la réponse à la gravité, sans envoi systématique du service médical d'urgence et de réanimation, le SMUR. La sous-détection du SCA représente une difficulté quotidienne majeure dans la pratique des médecins urgentistes. Dans un hôpital, la preuve reine pour détecter un infarctus, c'est l'électrocardiogramme, l'ECG. Parfois, une prise de sang dans des cas atypiques se révèle nécessaire. Mais lors d'un appel téléphonique au SAMU, on n'a ni ECG, ni bilan sanguin. On n'a qu'une voix, qu'une conversation. C'est là qu'intervient l'analyse de la conversation, une discipline scientifique qui étudie comment nous parlons, comment nous construisons du sens ensemble, comment nous formulons nos questions, nos réponses et comment nous les comprenons. Les tours sont des actions. Par exemple, la requête d'aide pourra être suivie tôt ou tard par une réponse positive, en voie de secours, ou par une autre réponse. Dans le domaine médical d'urgence, cette approche est encore peu connue. Et pourtant, elle peut révéler des choses que les protocoles ne voient pas. L'interaction est considérée, selon Erving Goffman, l'un des premiers sociologues qui l'ont étudiée, comme l'influence mutuelle exercée par les participants. Donc, elle est profondément liée à l'action. Cette recherche porte sur 18 appels au SAMU de Saint-Étienne passés en 2023, sélectionnés par l'équipe du SAMU parmi une base de 300 enregistrements. Dans ces 18 appels, l'équipe SMUR n'a pas été envoyée. Et dans les 2 heures suivantes, le patient a été admis en coronarographie, un examen complémentaire, invasif et contrastif des artères. Ce que signifie que très probablement lors de l'appel, le SCA était en cours. Ce sont des appels qui soulèvent une question centrale. Qu'est-ce qui s'est dit ou pas dit dans ces conversations? Les chercheurs ont analysé ces appels et identifié plusieurs phénomènes conversationnels qui peuvent compliquer la prise de décision médicale. Premièrement, l'atténuation. Les victimes utilisent des mots qui diminuent l'importance de leur souffrance. Dans les enregistrements, on remarque que le patient ne fait pas toujours percevoir l'intensité réelle de sa douleur au régulateur. Par exemple, le fait de parler d'une douleur et de la qualifier comme pas insupportable ou une gêne peut être aperçu comme un signe d'atténuation par le médecin. Comprendre ces nuances dans la manière de décrire la douleur est donc essentiel. Les mots employés par le patient orientent fortement l'évaluation clinique et peuvent influencer la prise de décision du soignant. Deuxièmement, des symptômes atypiques et la localisation. C'est un moment délicat entre le patient et le médecin. D'un côté, il est souvent très difficile pour une victime de pointer avec précision l'origine d'une douleur qui peut être diffusée, sourde ou changeante. De l'autre côté, le médecin régulateur cherche des signes cliniques classiques et précis, comme une douleur au sous-sternum avec une irradiation au bras gauche. Dans certains échanges, les patients décrivent une gêne dans le ventre ou sur le flanc, une formulation qui, pour eux, semble cohérente avec la sensation ressentie. Le médecin, néanmoins,
peut alors envisager des causes gastro-intestinales plutôt qu'un trouble cardiaque. L'objectif de cette observation n'est pas de pointer une erreur, mais de souligner combien les représentations corporelles des patients orientent naturellement le discours médical. Troisièmement, se concentrer sur une autre pathologie. C'est ce qui arrive quand celui qui appelle attribue immédiatement la cause de son malaise à un problème déjà connu. Dans ces cas concrets, par exemple, les patients ouvrent la conversation en proposant eux-mêmes une hypothèse au médecin, évoquant une gastro-entérite ou un effet secondaire lié à des anti-inflammatoires. Ce type d'autodiagnostic, souvent formulé pour donner du sens aux symptômes ressentis, peut orienter l'entretien vers une autre pathologie et détourner l'attention du médecin de la cause réelle du malaise. En se concentrant sur cette explication alternative, le patient donne à voir une cohérence apparente, mais qui risque de masquer des signes pourtant évocateurs d'un problème cardiaque. Et quatrièmement, il fait référence à la manière dont le patient exprime la durée de la douleur. Elle constitue un élément clé du diagnostic, particulièrement dans le cas d'une douleur thoracique susceptible d'évoquer une urgence cardiaque. C'est pourquoi l'attention se porte sur la façon dont cette durée est racontée. Lorsque le patient utilise des formulations floues, variables ou hésitantes, cela peut rendre difficile l'évaluation précise du phénomène et cette imprécision peut influencer le raisonnement médical. Comprendre ces nuances dans l'expression temporelle de la douleur permet donc de mieux saisir comment la parole du patient façonne la construction des hypothèses du diagnostic. L'objectif de cette recherche n'est pas de remplacer le jugement médical. Les équipes du SAMU sont des professionnels expérimentés et leur expertise reste irremplaçable. Cependant, en identifiant ces phénomènes conversationnels, l'analyse de la conversation peut devenir un outil complémentaire. Ce dernier aide à reconnaître les moments où l'interaction qui permet et soutient l'échange peut elle-même devenir un obstacle. Elle peut aussi aider à mieux former les équipes et dialoguer avec les professionnels de la santé. Cette recherche s'inscrit dans une convention entre l'Université de Montpellier-Paul Valéry et le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, portée par l'unité de recherche L'Humain et le SAMU 42, soutenue par la MSH Sud et le Réseau national des maisons de sciences de l'homme. Elle contribue à un champ encore peu exploré, comprendre comment le langage, en interaction dans ses moindres nuances, joue un rôle dans les décisions médicales d'urgence. Parce qu'au téléphone, les mots, eux aussi, peuvent très souvent sauver des vies.